Quel est le personnage le plus connu de la Suisse? Salut, c'est Simon. Aujourd'hui, mes impressions de lecture de Heidi de Johanna Spyri. D'habitude, j'essaie de vous faire des capsules de moins de 10 minutes, mais cette fois-ci, j'ai beaucoup trop de choses à dire. Ça va probablement dépasser. C'est pas rare que quand je poste des photos de randonnée dans les Alpes, il y a des gens qui laissent des commentaires en faisant référence à Heidi. À la maison, nous avions ces deux beaux tomes des deux romans de Heidi, parce que ce n'est pas qu'un seul roman, c'est deux romans distincts. Il y a de très jolies illustrations et je trouvais spécial qu'elles soient collées dans le livre. C'était une collection qu'on pouvait acheter et on allait chercher les illustrations peu à peu. On les obtenait chez différents marchands. Les enfants pouvaient eux-mêmes coller les illustrations dans le livre. Fasciné par le personnage qui était Johanna Spyri, je suis allé faire un tour au musée Johanna Spyri à Hirtshil dans le canton de Zurich. J'ai fini de lire le roman hier, et puis aujourd'hui, par ce dimanche pluvieux de septembre, je me suis dit que j'irais faire un tour au musée Johanna Spyri. L'ancienne école de village, là où elle-même est allée à l'école, est maintenant transformée en petit musée à son honneur. J'ai eu beaucoup de plaisir à jaser avec la bénévole. Bien souvent, elle passe ici plusieurs journées sans qu'il y ait de visiteurs. Aujourd'hui, il y avait même une quinzaine de personnes dans le petit musée. Après avoir terminé Heidi, je m'étais dit, je lirai peut-être pas d'autres œuvres de Johanna Spyri, mais je dois avouer que le musée a piqué ma curiosité pour cette femme assez fascinante du 19e siècle. Johanna Häuser est née en 1827 ici à Hirtshil. Son père était médecin chirurgien, le médecin du village et chirurgien assez connu dans la région. La mère de Johanna Häuser, Meta Schweitzer, était fille de pasteur et elle a publié plusieurs chants religieux et quelques autres ouvrages, dont une chronique de maison, Hauschronik. Cet héritage religieux est très présent dans Heidi, ça m'a beaucoup marqué lors de ma lecture. Pour pas déranger les autres visiteurs en dedans, je continue un peu dehors, devant l'école. Entre 1841 et 1843, Johanna Häuser a fait des études à Zurich. Elle s'est notamment liée avec le poète Conrad Ferdinand Meyer. Elle a passé 2 ans à Yverdon pour apprendre le français. Elle est revenue ici à Hirtshil aider sa mère à s'occuper de ses sœurs. Et puis en 1852, elle a épousé le juriste Bernhard Spyri. Il était rédacteur en chef du Eidgenössische Zeitung, le journal fédéral, et dans la deuxième moitié du 18e siècle, Zurich était un boom. Il y avait les chemins de fer qui étaient nouveaux, des trams qui apparaissaient, un réseau de téléphone, et donc il y avait une grande ébullition. Il critiquait vivement les idées libérales de l'époque. Donc, Spyri lui-même et Johanna Spyri étaient conservateurs. Après son mariage, elle déménage à Zurich. Elle a bientôt un enfant. En 1868, Bernhard Spyri devient le Stadtschreiber de Zurich, comme plus tard le sera Gottfried Keller. Elle devient Madame Stadtschreiber. Elle a donc une position importante dans la société zurichoise. Et c'est notamment parce qu'elle s'ennuie dans ces robes de corset qu'on lui impose de porter à Zurich qu'elle se met à écrire. C'est sur la demande d'un ami de sa mère, un pasteur de Brême, dans le nord de l'Allemagne, qu'elle a commencé à écrire. En effet, il lui a demandé d'écrire quelques récits pour le bulletin de sa paroisse. En 1871, elle écrit pour lui Ein Blatt auf Fronis Grab, c'est son premier récit et ça a connu un certain succès. Elle a par la suite publié d'autres récits et puis tout ça a été rassemblé en volumes. Ça, c'est des récits d'adultes, ce n'est que plus tard qu'elle se mettra à écrire de la littérature pour les enfants. Lorsqu'elle publie Heidi, par exemple, en 1880, on écrit par l'auteur de Ein Blatt auf Fronis Grab. La dame ici m'a fortement recommandé ce petit récit qui n'est plus imprimé et c'est pour ça que le musée le publie en forme de brochure. Le roman Les années d'apprentissage et de voyage de Heidi paraît en 1880 et le deuxième roman en 1881. Puisqu'elle a commencé ses publications en Allemagne, Johanna Spyri bénéficie d'un plus grand lectorat que si ça avait été publié en Suisse. Tous les germanophones ont accès à ses livres et Heidi devient immédiatement un grand succès. Son mari et son fils meurent en 1884. Elle se retrouve donc seule, mais ses livres lui permettent une autonomie financière. En 1875, lors de la création d'une école d'éducation supérieure pour les jeunes filles de la haute éducation qui leur permettra notamment d'être institutrices, Johanna Spyri sera sur le conseil d'administration. Johanna Spyri sera sur le conseil d'administration et donc elle avait à cœur l'éducation des jeunes filles et leur développement.
Elle a été très prolifique, on lui doit 31 livres, 48 histoires au moins. Certains ont dit c'est Madame Gottfried Keller, c'est-à-dire une autrice importante de l'époque pour Zurich et la littérature faite en Suisse. Dans tout ce que je viens de lire et de voir au sujet de Johanna Spyri, j'ai trouvé vraiment fascinante sa position par rapport aux femmes et au féminisme. Le genre du Bildungsroman, à cette époque, est un genre masculin. Les personnages, ce sont des hommes et les femmes jouent des rôles très secondaires. Avec ses deux romans Heidi, Johanna Spyri donne un Bildungsroman avec un personnage féminin, ce qui est peu habituel. Elle-même est une femme qui est très autonome et indépendante. Elle soutient l'éducation des jeunes filles, mais en même temps trouve qu'il y a des abus. Et elle est critiquée, notamment, pour ne pas s'impliquer dans les défenses des droits des femmes. Donc, il y a cette tension intéressante entre, d'un côté, cette femme qui brise certaines conventions sociales pour les femmes et qui ne le fait pas de manière revendicatrice et qui demeure conservatrice. Je vous fais la suite de ma capsule. Ailleurs, je vous parle du roman en tant que tel et peut-être même de l'exposition qui est au Musée national suisse en ce moment, Heidi au Japon. À plus! J'aurais bien aimé aller vous présenter le résumé du roman sur l'Alpe où ça se passe. La température le permet pas. Alors, Heidi. Premier roman s'intitule Heidi, die Lern- und Wanderjahre, les années d'apprentissage et de voyage. D'abord, le titre est une allusion directe au roman de Goethe, Die Lern- und Wanderjahre des Wilhelm Meister. Le roman se déroule près de Mayenfeld, dans les Grisons, juste en face de Bad Ragaz, qui était un lieu de bain, un lieu de cure. À partir de Mayenfeld, on monte un certain temps, on arrive au village du Dörfli, et puis on arrive en haut sur l'Alpe où vit le grand-père de Heidi. Le roman commence avec la tante de Heidi qui amène ce petit bout de bonne femme de 5 ans tout en mitouflé dans plusieurs couches de manteau, même si c'est pas l'hiver. On apprend à ce moment-là que les parents de Heidi sont morts peu de temps après sa naissance. C'était la grand-mère maternelle et la tante de Heidi qui en prenaient soin. La grand-mère maternelle est morte 1 an plus tôt. Sa tante travaille comme domestique à Bad Ragaz dans un établissement de bain et une famille de Francfort en Allemagne désire la ramener avec elle. Donc elle ne peut plus s'occuper de la petite fille et elle la dépose chez son grand-père paternel. Le grand-père des Alphöhi, c'est un misanthrope qui, depuis la mort de son fils, ne parle plus à personne au village, il ne va plus à l'église. Pendant la montée, la tante parle avec une copine et la petite cesse de les suivre et elle se met à suivre Geissen Peter, le petit Peter aux chèvres. Il habite avec sa mère et sa grand-mère à mi-chemin entre le Dörfli et l'Alpe du grand-père et tous les jours l'été, il descend au village, rassemble un troupeau de chèvres, monte chez le grand-père, prend les 2 chèvres du grand-père et monte plus haut sur l'Alpe pour les faire paître. La tante, donc, laisse la petite. Le grand-père est très bourru, mais très rapidement, la tout petite étant tellement charmante, tellement sympathique et tellement agréable que son cœur fond et qu'il est tout à fait adorable avec elle. Heidi est un personnage vraiment idéalisé. C'est une petite fille parfaite à 5 ans, elle plie ses vêtements, elle est débrouillarde, elle est enthousiasmée par tout, elle voit le côté positif de tout, elle adore les animaux, elle passe des heures à contempler les 3 grands sapins derrière la maison du grand-père, à écouter le vent dans les branches, à s'émerveiller d'un rayon de soleil. Elle est en harmonie complète avec la nature. Il y a beaucoup de passages dans le roman qui sont très, très, très bucoliques. La vie alpine y est complètement idéalisée. Tout est harmonieux. Les repas sont archi simples. Un morceau de pain, un morceau de fromage, un peu de saucisson, mais c'est les meilleurs repas. Les chèvres donnent le meilleur lait. Et d'ailleurs, même si c'est la 2e année, donc il devrait y avoir eu un bouc et un chevreau pour que les chèvres continuent à donner du lait. Non, c'est pas grave, les chèvres continuent à donner du lait. Une famille cherche une petite fille pour tenir compagnie à la petite Clara, qui est handicapée. Et la tante a tout de suite pensé à Heidi. Donc elle arrive chez le grand-père et elle dit « Heidi, tu viens avec moi. Tu vas pouvoir retourner quand tu voudras chez le grand-père. » Et elle emmène Heidi à Francfort. Et là, c'est la 2e partie du premier roman. La petite Heidi se fait amie merveilleuse avec Clara, qu'elle aime beaucoup. La petite Clara est complètement égayée. Heidi fait des mauvais coups, si on veut, mais toujours par naïveté. Donc, elle veut voir le ciel, elle veut voir la nature. Donc, elle s'enfuit de la maison sans réaliser qu'elle est en train de s'enfuir parce que
Quand elle vit sur l'Alpe, elle peut entrer et sortir comme elle veut. Malheureusement, la vie à la ville est plus ou moins bonne pour la jeune Heidi. Elle tombe presque malade de cette vie à la ville. On est avec elle dans son grand dilemme moral que si elle veut retourner en Suisse sur l'alpage, on pourra l'accuser de manquer de reconnaissance pour cette famille qui lui a donné des belles robes, un peu d'éducation et ainsi de suite. Dans le deuxième roman, elle est de retour en Suisse sur l'alpage. Elle est un peu plus vieille. Le deuxième roman s'intitule Heidi kann brauchen, was es gelernt hat. Donc Heidi peut utiliser ce qu'elle a appris. Et cette fois-ci, c'est Clara et sa grand-mère qui viennent la visiter. Le roman se termine et on est encore dans l'âge de l'enfance et des illusions. On n'en sort pas. Les thèmes de ce roman. Bon, d'abord, c'est la vie en harmonie avec la nature. C'est tout à fait dominant. Un deuxième thème qui est assez important, c'est les méthodes d'apprentissage qui reviennent. Le jeune Peter dit lire c'est trop difficile, il refuse d'apprendre à lire et Heidi prend un peu exemple sur lui. Non, lire c'est beaucoup trop difficile. Le tuteur de Clara essaie d'apprendre à lire à Heidi, mais par ses méthodes compliquées et alambiquées. Et Heidi, évidemment, ne peut pas apprendre à lire. Et tout d'un coup, la grand-mère arrive et donne à Heidi un beau livre rempli d'images et d'histoires. Et comme par magie, parce que Heidi est fascinée par les belles illustrations d'animaux, elle apprend à lire presque par elle-même. Elle apprend à coudre presque par elle-même pour faire des vêtements pour les poupées que la grand-mère lui offre. Mais l'autre thème qui est très important, pour ne pas dire central, c'est Dieu. Ce sont des romans qui sont très pieux. La grand-mère de Clara lui apprend qu'il faut parler à Dieu, mais la petite fille dit « Ah, mais j'ai déjà prié à Dieu et il n'a rien fait. » Il a toute la leçon qu'il faut, que si on ne prie pas à Dieu tous les soirs, il va oublier qu'on existe. Et là, il faut lui rappeler, il faut être déterminé dans notre rapport à Dieu et dans la prière. Et c'est ça qui fait que ça mène au dénouement, même quand certains personnages deviennent vilain, quand Peter, dans le deuxième roman, agit mal. On comprend ses motivations, on a pitié de lui, nous comme lecteurs, mais les autres personnages aussi. Et Dieu lui pardonnera, il se retourne vers Dieu et tout est réglé. Donc, c'est une œuvre qui, sur le plan des valeurs, est un peu conservatrice, très conservatrice. C'est une œuvre conservatrice. Le style du roman, un peu de la même manière, c'est un style très classique. Une phrase longue, des belles descriptions, mais honnêtement, avec la manière dont la littérature jeunesse a évolué, après Harry Potter, après des romans d'aventure, je pense pas que des enfants d'aujourd'hui aient un véritable plaisir à lire ceci. Le style est trop classique, trop vieillot pour que la langue interpelle les enfants, je crois. Et la manière dont le récit est construit, tableau, des scènes de la vie, dilemme moral, je ne suis pas certain que les enfants d'aujourd'hui réagiraient particulièrement bien. Lors de ma visite au musée Johanna Spyri, j'ai acheté Ein Blatt auf Fronis Grab. Le titre dit « C'est une feuille pour la tombe de Froni ». Je l'ai lu et je l'ai trouvé vraiment intéressant. La narratrice écrit ce récit en hommage à son amie d'enfance. Elles étaient amies étroites sur les bancs d'école malgré les classes sociales qui les séparaient. La narratrice est la fille du médecin. Son amie Froni était la fille d'un ouvrier. Et Froni a eu une vie assez misérable avec un mari qui l'a maltraitée, probablement battue. Elle est devenue malade et la narratrice donc raconte ce qu'elle entend parler d'elle pendant les années où Froni a fui le village, quand elle est revenue et finalement quand elle se revoit alors que Froni est sur son lit de mort. Je devine que c'est très près de la vie de l'autrice. Encore une fois, il y a une grande présence de Dieu, c'est très pieux, mais à la fois, il y a un souci de description des conditions de vie des gens moins chanceux, tant pour les classes sociales plus ouvrières que pour les malades à l'hôpital. Puis on retrouve là le souci qu'avait Johanna Spyri pour les misères du peuple. Elle s'est beaucoup intéressée pour les gens en difficulté. Elle a défendu la place des femmes et ça, on retrouve ça dans ce petit récit.
J'ai appris aussi dans ce petit musée quelques trucs sur la réception de Johanna Spyri et de Heidi. Donc au moment où elle est publiée, c'est un grand succès. On recommande beaucoup cet auteur suisse. Dans les années 20, elle est donnée comme exemple de piété, de bonnes mœurs. Dans les années 30 et 40, c'est dans le sens du nationalisme et du retour à la nature qu'on vante Johanna Spyri. Mais on arrive dans les années 60 et justement cette piété, elle est fortement critiquée. Et ce conservatisme aussi. Et ce n'est qu'à partir des années 70, lorsqu'on a publié ses correspondances avec ses sœurs et Conrad Ferdinand Meyer, le monde de la littérature s'est mis à s'intéresser à Johanna Spyri comme figure littéraire en tant que telle. Donc là aussi, c'est intéressant de voir les aléas de cette autrice-là. Il faut comprendre que Heidi a longtemps été l'emblème de la Suisse. Des Américains, déjà dans les années 30, venaient en touriste en Suisse pour avoir lu Heidi. Et dès que les droits ont été libérés, et ça aussitôt que les années 30, il y a eu plusieurs adaptations, d'où le fait qu'il y a des Heidi grand-mère qui ont été écrites, Heidi ci, Heidi ça. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites à partir du personnage. Et Heidi a été un personnage très important au Japon. Probablement que si vous connaissez Heidi, c'est notamment grâce au dessin animé. Le Musée national suisse à Zurich présente Heidi au Japon. Je vais aller voir ça maintenant et je vous en donne quelques nouvelles un peu plus tard. L'exposition explique comment on faisait des dessins d'animation à l'époque. L'exposition présentait un épisode, le premier épisode du animé japonais. C'est un dessin animé de 1973. L'épisode respecte plutôt bien le début du roman. La série a été un très grand succès au Japon et partout dans le monde. Il y a eu énormément de produits dérivés qui ont contribué à la popularité du personnage lui-même. Les valeurs conservatrices et près de la nature du roman était tout à fait en harmonie avec les valeurs des Japonais à l'époque, d'une espèce de retour à la nature des années 70. Je termine cette vidéo sous la pluie comme je l'ai commencé. Au cimetière Zielfeld à Zurich, on a sa sépulture ainsi que celle de son mari et de son fils. Je trouve charmant, touchant de voir qu'il y a des petites chandelles et quelques roses qui ont été plantées peut-être à l'occasion de la Toussaint. Dans l'ensemble, je dirais que je suis beaucoup plus content d'avoir lu Heidi que je n'ai eu de plaisir à lire les romans. Mais surtout, j'ai été super content de découvrir ce personnage fascinant, cette autrice remarquable du 19e siècle, Johanna Spyri. Lorsqu'elle a été atteinte de cancer aux alentours de 1900, Johanna Spyri a été soignée par la première femme médecin de Suisse. Et je trouve ça assez symbolique. Johanna Spyri n'était pas une féministe, elle ne s'est jamais identifiée au féminisme, mais quand même, elle a beaucoup contribué à défendre la place des femmes. C'était mes impressions de lecture de Heidi de Johanna Spyri. Aimez, commentez, partagez, abonnez-vous et bonne lecture.